Le ralentissement de la vaccination inquiète les médecins. Ils tentent par tous les moyens de convaincre. Les vaccins, j'ai toujours eu très grande confiance dans les vaccins. J'ai fait confiance aveuglément. Et justement, on a été vaccinés le premier jour pour les personnes âgées. Les vaccinodromes, en gros, vous appelez, vous prenez un rendez-vous, vous prenez un ticket, faites la queue, bim, on vous pique, au suivant. Ah, paf, au suivant, paf, au suivant. En France, en matière de vaccination, nous sommes dans une religion. On dirait même que ce sont les labos qui ont tout écrit les contrats pour eux. Les industries pharmaceutiques ne sont pas des grandes associations caritatives animées par des bénévoles. Je pense que c'est comme ça que la société s'est créée et est devenue successful. Pour moi, j'ai une bombe à retardement dans le corps. J'ai une paralysie de belle sévère. Jusqu'à aujourd'hui, on voit clair. Elle fait la rééducation au centre de Vézinay. Si je ne l'avais pas emmené aux urgences ce soir-là, je pense que mon enfant serait décédé dans la nuit. De dire que mon mari est mort pour rien. Ça, j'ai ça en moi et pendant combien de temps j'ai pensé ça, je ne sais pas. C'était complètement négligent, le mort de mon mari. Elle allait faire ses césariennes, tout l'avenir était devant elle. Quoi. Un médicament doit être prescrit au bénéfice du malade. Primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Où est l'étude qui nous garantit que c'est sans risque pour les femmes enceintes, pour elles et pour l'enfant qu'elles portent? Où est cette étude? Et pendant ce temps, on pique à tour de bras les femmes enceintes. Ceci n'est pas sérieux, ni scientifiquement, ni médicalement, ni éthiquement. C'est du jamais vu, en fait. Moi, j'ai jamais vu ça dans tous les essais cliniques auxquels j'ai participé. Finalement, les rats et les souris de laboratoire, ils sont quasiment mieux suivis que les gens aujourd'hui qui se sont fait vacciner. Mais j'ai l'impression, moi, que ma santé, ma vie, là, elle ne vaut pas autant que celle qui risque d'avoir le Covid, quoi. Et les médias se taisent, ce qui est incroyable. Ce que je leur en veux parce qu'ils m'ont caché la vérité. Soit ils font de la divination, soit ils font une manipulation. Mais en tout cas, c'est pas du journalisme factuel. La première des comorbidités aujourd'hui, c'est le fait de ne pas être vacciné. C'est un rapport du Sénat et ils disent qu'il y a un problème de conflit d'intérêts majeur dans le monde du vaccin. On est dans la stricte illégalité. Rien n'est légal là-dedans. Si par exemple j'ai un effet secondaire, si je prends un AVC, si je meurs suite à la vaccination, qui est responsable? Qui va m'indemniser? Mais ce lien, il fallait le faire reconnaître et ça a été la plus dure bataille que j'ai dû mener. Vous prenez objectivement un risque en vous vaccinant. Là, on en est toujours à nous servir ce discours du bénéfice qui est largement supérieur au risque. Moi, je dirais qu'il vaut mieux perdre son emploi que sa vie. On aurait aimé savoir avant, et peut-être on aurait agi différemment. Donc rien que d'en parler, là, Voilà. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. Pour lutter contre le Covid-19, nous avons tous été soumis à des mesures drastiques, changeantes et même contradictoires. Mais s'il y a bien une constante depuis le départ de cette crise, c'est l'espoir affiché par nos gouvernants que les vaccins nous sauveront. Malheureusement, et même si ces cas semblent rares, ces vaccins provoquent parfois des effets secondaires graves, voire mortels. Dans cette course mondiale, et notamment française, vers la vaccination de toute la population, ces victimes sont-elles correctement prises en charge médicalement? Sont-elles bien prises en compte, en considération? A-t-on pris les bonnes mesures pour éviter que ces accidents vaccinaux ne se répètent? C'est ce à quoi ce film tente de répondre en donnant la parole à des victimes et à des spécialistes du sujet. Nous avons fait le choix de reconstituer, à l'aide de dessins, les archives télévisées que nous avons utilisées pour ce documentaire. Ces archives, quoique édifiantes, sont bel et bien réelles.
Vous pouvez retrouver les vidéos originales sur le site internet du film. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Je veux le redire une nouvelle fois devant les Français. Ayez peur du virus, n'ayez surtout pas peur du vaccin. Je le dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients, qui, aujourd'hui, sont essentiellement des non-vaccinés ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Vous discutez avec des Français aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vous disent « Mais les personnes qui font le choix de ne pas se faire vacciner, on ne devrait même pas les soigner ». Il faut se souvenir que dès le début de la crise, notre président Macron a déclaré fort qu'on ne sortira de cette crise que quand il y aura un vaccin. Et on a occulté dès le début toutes les autres thérapies. On a libéré des budgets énormes, on a développé un vaccin en quelques mois seulement, sans connaître les tenants et aboutissants. On passe en force par la loi avec des restrictions de nos libertés, avec des restrictions drastiques de nos libertés de choix thérapeutiques. Et c'est absolument scandaleux. On est dans un contexte où nos politiques et ceux qui décident des politiques de santé déclarent que la vaccination ne se discute pas. Or, si c'est un médicament, il faut comprendre qu'un médicament a certainement des applications et surtout des limites. Or, on refuse de voir les limites de la vaccination. Ça, c'est à la fois donc le contraire de la science, mais c'est le contraire de la médecine aussi. La médecine, ça consiste à donner un médicament à une personne bien spécifique, au regard de ce qu'est cette personne. Nous sommes tous des êtres différents, à la fois pour des raisons génétiques et au regard de notre histoire de vie, bien entendu. Donc nous sommes tous des êtres différents. Et chaque médication doit être adaptée à l'individu en fonction de la connaissance de précisément son histoire médicale, sa situation physiologique, que doit avoir le médecin qui administre le traitement. C'est pas du tout ce qui se passe là. C'est pas du tout ce qui se passe. La politique de l'idéologie, elle est, je répète, par définition aveugle et uniforme. Le résultat est donc qu'on va vacciner des personnes qu'on ne devrait pas en réalité vacciner au regard de leur histoire médicale, en particulier au regard d'antécédents connus ou pas encore connus. Donc c'est pour ça qu'il faudrait en réalité être extrêmement prudent avec ceci. Et on voit très bien, quand on regarde les effets indésirables, on voit très bien ressortir des fragilités de type cardiaque, cardiovasculaire, des fragilités de type allergique, des fragilités de type neurologique, qui sont en réalité évidentes et qui provoquent des effets indésirables parfois graves, voire très graves, chez des personnes qui n'auraient jamais dû être en réalité vaccinées. On s'aperçoit qu'on a quand même énormément d'effets indésirables sanguins, avec des thromboses, des embolies pulmonaires, des AVC, des infarctus du myocarde, énormément d'hémorragie. On a énormément de fausses couches chez les femmes enceintes. On a chez des populations jeunes des péricardites, des myocardites. Tous ces événements surviennent dans un délai après vaccination qui est quand même extrêmement rapide. Et le leitmotiv qu'on nous vend à ce moment-là, c'est que ça protège contre les cas sévères et notamment les populations plus âgées. Ce qui est complètement faux puisque ce n'est pas du tout démontré de façon statistique dans les rapports cliniques. Alors pour freiner la transmission, il faut inciter les jeunes. Un vaccin, une récompense. C'est ce que préconise Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches. Moi je suis sûr que si demain, on dit qu'on a un autographe de Mbappé parce qu'on va se faire vacciner au Stade de France, eh bien vous allez avoir des queues avec des files d'attente. Faut-il des cadeaux pour convaincre de se faire vacciner ? À Argenteuil, la réponse est oui. La mairie cible les jeunes avec ce clip. Elle organise un jeu concours. Dans la rue, ils découvrent l'initiative et le premier prix, un week-end en Europe. Oh, c'est juste pour sensibiliser et le côté ludique.
Voilà, je me fais vacciner et en plus je peux participer à une tombola. On veut vraiment être au plus proche de ces jeunes pour qu'ils se fassent vacciner. Parce qu'on veut tous, que ce soit jeunes ou toute la population, revenir à la vie d'avant. Je veux que vous regardiez ça et que vous y pensiez. Certains aiment les hamburgers, d'autres non. Je veux vraiment respecter tous les modes de vie. Mais si ça vous plaît, pensez simplement à ça lorsque vous pensez à la vaccination. La vaccination. J'ai une très bonne impression de la vaccination en ce moment. Les États-Unis ou selon les États, les cadeaux sont très différents. Vous pouvez gagner un match de baseball, une bière gratuite, des donuts à volonté, mais aussi des réductions au supermarché. Vous pouvez aussi gagner, dans certains États qui légalisent la marijuana, un joint, un vaccin, un joint. Et puis en Virginie occidentale, on vous offrira même un fusil. Chacun trouvera son compte. Dernière incitation en date, certaines applications de rencontres favorisent avec leur algorithme les personnes vaccinées. En Thaïlande, les personnes vaccinées toujours peuvent se faire offrir une vache ou gagner un appartement d'1 million d'euros à Hong Kong. Et puis il y a les incitations financières comme en Grèce, où les jeunes de 18 à 25 ans reçoivent 150 €. Voilà. Bon, ça c'est pour la carotte. Du côté du bâton, il y en a aussi à travers la planète. Oui. En Arabie Saoudite, interdiction d'accéder à tous les lieux publics, tous les lieux privés et aux transports en commun pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Interdiction aussi de se rendre à la Mecque. Et puis enfin, aux Philippines, le chef d'État menace d'envoyer en prison toute personne qui refuserait de se faire vacciner. L'actualité nous rattrape. Car au moment où nous finalisons ce film, les mesures se multiplient à travers le monde. Nous apprenons par exemple qu'une taxe sur les non-vaccinés vient d'être instaurée au Québec. Voici un florilège de stigmatisation médiatique des non-vaccinés. Alors que nous avons laissé du temps, beaucoup de temps, à ces Français qui avaient des hésitations et des doutes, nous renforcerons en janvier l'incitation à la vaccination. Parce qu'il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d'une immense majorité de Français qui a joué le jeu depuis le début de cette crise. Aujourd'hui, il y a moins de personnel dans les hôpitaux publics en France qu'il y a 2 ans, parce qu'il y a beaucoup de démissions et que les gens ne reviennent pas. Donc ça, c'est quand même votre responsabilité. Ah non, pas du tout, pas du tout. Je suis désolée, c'est pas du tout de notre responsabilité. Si les infirmières démissionnent aujourd'hui, par exemple la réanimation comme j'ai pu en discuter avec elles, c'est parce qu'elles n'en peuvent plus. Et pourquoi elles n'en peuvent plus ? Parce qu'aujourd'hui, elles sont en saturation d'être obligées de soigner des gens qui refusent de se faire vacciner. Imaginez que l'on puisse refuser de soigner quelqu'un parce qu'il a fait un choix. Peut-être stupide, bon, d'accord. Mais alors, parce qu'on est stupide, on est condamné à mort ? Non. Ce serait un bon moyen de sélection naturelle. Mais enfin, vous plaisantez ? Évidemment. Oulala, parce que là je vais me faire... Et j'en discutais l'autre jour avec quelqu'un dans mon ascenseur, vous voyez ? Je lui disais, vous vous vaccinez pas, mais le problème c'est votre rapport à la mort, quoi. C'est-à-dire, si vous avez pas peur de la mort, et si à la limite vous signez un certificat comme quoi, si vous attrapez le Covid, vous ne voulez pas être réanimé, dans ces cas-là, moi, pourquoi pas, hein ? Aujourd'hui, il y a une guerre. Et cette guerre, elle est contre les antivax. Je le dis clairement, ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule, qui utilisent les pires méthodes et qui font extrêmement mal dans le monde entier. Ces gens sont aussi dangereux que d'autres groupuscules qu'on a l'habitude de montrer du doigt. Moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche très claire. Je fais tout pour en faire des parias de la société. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. J'espère que tu n'es pas sérieux. Parfaitement. Je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Aujourd'hui, celui qui dit qu'il veut pas se faire vacciner est un assassin potentiel. Nous sommes confrontés à une industrie anti-vax diabolique, organisée et impitoyable. Les liens d'intérêt entre le monde politique et les lobbies pharmaceutiques ne sont pas nouveaux. Ils sont d'ailleurs régulièrement pointés du doigt. Mais dénoncer les liens d'intérêt qui concernent les vaccins est mal vu.
notamment depuis la campagne menée en 2018 par Rudi Reichstadt et l'Institut Jean Jaurès. D'après le sondage largement relayé à l'époque, 55% des Français verseraient dans cette théorie dite complotiste. L'idée est restée que remettre en question le bienfait d'un vaccin ou son innocuité, c'est-à-dire sa non-nocivité, est une attitude a priori complotiste. Mais la santé publique est-elle réellement le curseur principal dans les décisions prises en haut lieu en matière de vaccination ? Pfizer a été condamné à 10 milliards de dollars d'amende en 20 ans. Notamment pour charlatanisme aggravé, c'est-à-dire vente, en toute connaissance de cause, d'une substance qui non seulement ne soigne pas, mais en plus est toxique. Et Pfizer est loin d'être un cas isolé. Disons que nous avons surpris toute l'industrie en disant « Bah voilà, nous avons acheté tous les brevets sur l'hépatite B ». C'était la première fois qu'un vaccin était protégé par brevet. Nous avons tous les brevets. Maintenant, vous, les concurrents, si vous voulez venir sur le marché, bah vous allez devoir négocier avec nous. Et puis après, on a développé des vaccins combinés. C'est-à-dire, on a mis l'hépatite B avec d'autres produits qui n'étaient pas protégés par brevet. Et en faisant ça, on rendait évidemment le produit combiné protégé. Donc la stratégie, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que c'est comme ça que la société s'est créée et est devenue successful. Qu'est-ce qu'on a fait cette fois-ci ? Alors que la phase 1 avait pas démarré, on a été voir la FDA. Et on leur a dit, on va démarrer la phase 2, avec votre accord. Quand on aura les données de sécurité de la phase 1, on va pas attendre les données d'anticorps. Ce serait du temps de perdu et de l'argent de perdu. Parce qu'il faut payer cette étude de phase 2. Et ça coûte 20 à 30 millions de dollars. Il faut payer le matériel. Avant d'avoir eu leur OK, on a commencé à fabriquer le matériel. Parce que le matériel devenait le chemin critique de démarrage de la phase 2. Et on a mis de la société, je crois à l'époque, 5 ou 6 millions de dollars à risque. Justement parce qu'on avait réalisé que ça nous faisait économiser 1 mois sur le lancement du produit. Il y a un rapport sénatorial de 140 pages à peu près qui reprend l'histoire de la vaccination contre la grippe H1N1 et qui met en évidence toutes les corruptions systémiques. Et on peut pas les taxer d'être de dangereux complotistes, hein. C'est un rapport du Sénat et ils disent qu'il y a un problème de conflit d'intérêts majeur dans le monde du vaccin. Gavi, la Global Alliance for Vaccination Immunization, qui est en Suisse, son directeur dit « Ah bah le vaccin c'est le truc qui fait le max de profit quoi. Pour 1 euro investi, on en récupère 46. » Vous voyez, ils appellent ça de la transparence de nos jours. C'est donc le principe fondamental de la démocratie. Je vous le demande les gars, est-ce que c'est de la transparence ? Est-ce que vous voyez quelque chose ? Parce que nous ne voyons rien. L'argent des citoyens européens a été donné par Ursula von der Leyen à ces entreprises. Que s'est-il passé avec cet argent ? Où est-il ? Pourquoi ne sont-ils pas disponibles pour le peuple et totalement transparents pour que nous sachions tout ce qui se passe ? La commission a choisi 7 personnes, des négociateurs, bien sûr dont les noms étaient top secrets, et elle a négocié avec 6 laboratoires. Et très vite, on a dit, nous, on veut avoir accès à ces contrats. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, la demande légitime des gens, c'était de dire, mais en cas d'effet secondaire, par exemple, qui est responsable ? Nous, on veut savoir quel est le prix des vaccins. On veut savoir combien on va donner aux différents laboratoires. Et chaque fois, il y avait une personne qui s'appelait Madame Galina, qui représentait donc la commission, qui chapeautait un peu ces négociateurs, et qui nous disait, non, il faut attendre la fin des négociations pour pouvoir accéder à ces contrats. À la fin, lorsqu'on nous a dit, ça y est, les négociations sont faites avec ces 6 laboratoires, on a dit, donnez-nous les contrats. Et vraiment, moi personnellement, je les ai interpellés. Puis il y a eu le président de la commission en vie. Enfin, il y a eu quand même pas mal d'autres députés qui les ont interpellés. Et suite à ces interpellations nombreuses, ils ont fini par dire, bon, ok, on va vous donner ces contrats, mais seulement dans une salle de consultation, pas de portable, pas de photocopie possible, tout ça, vous avez que 3 quarts d'heure, on vous donne ces contrats, vous avez juste un papier et un crayon. Moi, j'ai demandé à avoir quelqu'un d'extérieur avec moi, vous voyez, un juriste par exemple, puisque c'est quand même des contrats juridiques entre la Commission européenne et les laboratoires. Pas question. Donc je m'y suis rendue, et puis
mon étonnement, c'est que quand je regarde le contrat, je regarde le prix, c'était biffé en noir, je regarde la somme, c'était biffé en noir, et tout ce qui concernait la responsabilité en cas d'effet secondaire, tout était en noir. Donc, quand je suis sorti, on a fait une conférence de presse pour dire, mais de qui se moque-t-on ? Puisque là, toutes les informations qu'un député européen doit avoir, parce que c'est quand même de l'argent public, eh bien, on n'y avait pas accès. Je n'ai pas les informations qu'il faut, donc je ne peux pas exercer mon droit de regard sur le budget de l'Union européenne. Il n'existe pas de produit commercial autre que ces vaccins dont le marché est la totalité de l'humanité, qui plus est renouvelable 1 ou 2 fois par an. Il n'y a pas d'équivalent. C'est une aubaine financière, mais juste hallucinante. Et d'ailleurs, il suffit d'aller regarder un petit peu sur le plan économique, financier, boursier, de voir d'ailleurs, de fait, l'incroyable enrichissement de toutes les industries pharmaceutiques actuellement. Des journalistes italiens ont pu obtenir ces contrats. Et donc, on a fait faire une étude comparative. Qu'est-ce qu'ils ont biffé ? Vous voyez, pourquoi ils l'ont biffé ? Et qu'est-ce qu'il y a sur cette grosse partie de la responsabilité des laboratoires ? Alors, on a su que, par exemple, AstraZeneca avait les vaccins les moins chers. Vous voyez, c'est 1,75 €. Par contre, que ce soit Pfizer ou Moderna, c'est entre 15 et 18 €. On a vu aussi que, par exemple, Moderna a touché autour de 318 millions d'euros, que Pfizer, c'est beaucoup plus, 700 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est des grosses sommes qui ont été données. Et en ce qui concerne la traçabilité, rien n'était écrit dans les contrats. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de faire un rapport détaillé pour savoir où est passé cet argent. Sur la responsabilité en cas d'effet secondaire, eh bien, ce sont les États qui achètent les vaccins qui seront responsables des effets secondaires. Et là, vous voyez qu'il y a un conflit d'intérêts, parce que comme ce sont les États membres qui, par la pharmacovigilance, peuvent voir les effets secondaires de vos vaccins, moins ils ont des services, vous voyez, où les effets secondaires remontent avec une structure qui est capable de regarder la causalité ou la présomption de preuve entre le vaccin et les effets secondaires, eux, ils vont minimiser ces effets secondaires, puisque c'est l'État qui est responsable. Mais le comble du comble, c'est que Pfizer, par exemple, et Moderna, ils demandent aux États, en plus, de garantir qu'en cas d'attaque d'un citoyen qui meurt, par exemple, suite à une vaccination, eh bien, ce sont les États membres qui vont payer les avocats, qui vont payer tous les frais de justice et toutes les indemnités. Et donc ça veut dire que ces contrats négociés entre la Commission européenne et les États membres, mais sont au profit, on dirait même que ce sont les labos qui ont tout écrit les contrats pour eux, sur tout ce qui touche, par exemple, à l'efficacité des vaccins. Vous voyez que toutes les données, en fait, elles émanent des laboratoires pharmaceutiques, puisque c'est eux qui font les études cliniques. Rien n'est marqué sur l'efficacité des vaccins. Or, on s'aperçoit à l'heure actuelle, puisque, vous voyez, on est dans les méta-analyses à l'heure actuelle, parce qu'on a du recul, que sur un variant comme le Delta, l'efficacité, elle est plus de 95% ou 94%, comme l'indiquaient les industriels, elle est de 40 à 60%. D'autre part, sur le plan légal, la Convention d'Oviedo que la France a signée interdit qu'on contraigne quelqu'un à participer à une expérimentation en matière de médicaments. Or, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est tellement vrai que M. Dupond-Moretti, garde des Sceaux, il y a quelques mois, a déclaré « On ne va pas rendre le vaccin obligatoire pour les détenus, virgule, les détenus ne sont quand même pas des cobayes ». Ceci nous ramène au traité de Nuremberg qui a été rédigé après le procès des médecins qui faisaient des expériences sur les êtres humains contre leur consentement dans les camps de concentration, qui normalement interdisent désormais toute expérimentation non consentie. Et quand notre ministre Olivier Véran déclare que nous ne sommes plus en période d'expérimentation, soit il se trompe, et alors cela remet en doute ses compétences de médecin, soit il ment, et alors là ça devient très très grave, dans la mesure où Pfizer lui-même, les laboratoires eux-mêmes, admettent
qui sont en phase d'expérimentation et que ces médications expérimentales n'ont que des autorisations temporaires de mise sur le marché. Donc en insistant dans une direction aussi floue, cela nous autorise à nous poser énormément de questions. En préparant ce documentaire, nous avons reçu plus d'100 de témoignages de victimes. Beaucoup nous ont dit leur grande difficulté à se faire entendre du corps médical. Avec décence, prenons le temps d'écouter quelques-uns de ces témoignages. Alors, je m'appelle Bénédicte Fay, j'ai bientôt 42 ans et je travaille dans la gestion des déchets. Vincent Berger, dans le sud du Beaujolais, et je suis informaticien. Je m'appelle Céline Caron, j'ai 46 ans, je suis instite en maternelle. J'habite à côté de Narbonne. Je m'appelle Carole Avoine, j'habite au Québec, j'habite en Beauce. Pour l'instant, je suis sans travail depuis ma paralysie. Bonjour, je suis El Sayed Khaled, j'ai 56 années, je travaille à mon compte. Ma condition physique avant vaccination était pas trop mauvaise. Je monte beaucoup à cheval, j'ai une jument. Plutôt sportif, j'étais pompier volontaire, voilà. Donc il faut savoir que Quentin, avant sa vaccination, n'avait strictement aucun problème médical. C'est un enfant qui a fait du sport pendant des années, du foot en l'occurrence, mais plein d'autres sports. Avant la vaccination, non, j'avais aucun problème de santé médicaux. Tout était correct, à part quelques petits problèmes de santé normales qu'on peut tout avoir, là. Tout était correct. Mon mari, il était quelqu'un de sportif. Il était gérant de 2 sociétés. Alors, j'ai été vaccinée par le vaccin Pfizer et c'était le 15 juillet. Donc j'ai eu le vaccin Pfizer. Deuxième dose le 7 juillet 2021. Donc injecté le 4 juillet de cette année avec le vaccin Pfizer. Moi, j'ai pris le vaccin AstraZeneca le 22 avril. Mon mari, il a fait le vaccin le 3 mai 2021. Il s'est vacciné avec le vaccin Pfizer. J'ai décidé de me faire vacciner suite à l'annonce du pass. C'est arrivé en plein été. Pour nous, l'été, ça veut dire profiter des loisirs avec les enfants. Il fallait que je sois disponible pour ma mère. J'avais besoin de pouvoir circuler en toute liberté pour pouvoir intervenir auprès d'elle si besoin. Afin de retrouver un semblant de liberté. De toute façon, si j'avais eu le moindre doute, je n'aurais pas fait vacciner mes enfants, tout simplement, ni moi non plus d'ailleurs. Vu toute l'année qu'on avait passée l'année d'avant, nous, on a perdu notre mère au mois d'août, l'année passée. À un moment donné, quand il a offert l'AstraZeneca, je me suis dit, go, on va y aller. Mon mari, il a choisi de vacciner pour faire comme tout le monde. On était obligé de faire le vaccin pour vivre. Les jours qui ont suivi l'injection, j'ai eu des douleurs au bras, mais bon, c'est tolérable. Et 13 jours plus tard, le bras qui devient mort. Plus de réaction, rien, une sensation lourde. Et le visage qui a suivi, pareil, une déformation. Donc là, j'ai paniqué, je suis partie m'allonger et on a appelé le SAMU. J'ai été emmenée à l'hôpital à Valence, où j'ai été prise en charge. Tous les professionnels que j'ai rencontrés, donc avec lesquels j'ai pu discuter, il y a la majorité qui ont tiqué quand ils ont su que j'étais vaccinée depuis peu. La personne qui m'a pris en charge pour l'IRM, pareil, elle m'a dit « Ah tiens, c'est quand même le 3e cas qu'on a ces derniers temps ». Les effets secondaires sont apparus dans la journée de la 2e dose. Alors, nombreux, hein. Maux de tête, j'ai jamais mal à la tête et là j'ai mal à la tête tous les jours. Grosse fatigue, je regarde mon écran, hein. Je suis informaticien, j'ai les yeux qui pleurent, je m'endors sur le clavier littéralement. Je perds ma voix, sensation de gêne dans la gorge permanente. Je ne peux pas reprendre ma respiration facilement. Le bide en vrac, comme on peut dire. Donc alternance de constipation, de diarrhée, envie de vomir. Le bras droit qui durcit. Donc voilà, le bras droit durci. On peut le dire autrement. Au 3e jour, il a commencé à vraiment pas être bien. Et au 4e jour, il m'a dit qu'il avait très mal au thorax. Et que ça passait pas avec aucun cachet, aucun Doliprane. Donc j'ai regardé sur internet et j'ai vu
qu'il pouvait y avoir des réactions qui touchaient le cœur. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de l'amener aux urgences. Le 12 mai au soir, j'étais assise, j'écoutais la télé, puis à un moment donné, ça s'est mis à tirer dans mon oreille. Puis là, après ça, à un moment donné, je me suis mis à parler, puis mon élocution était plus difficile. Puis le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais la moitié du visage complètement paralysé. Moi, ça fait 6 ans que je suis ménopausée, sans aucune menstruation. J'ai été 2 semaines avec des menstruations assez abondantes, là. Ouais. 7 jours après la pose du vaccin. Il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à communiquer, il a perdu le contrôle au niveau de la main à droite. Il ne comprend pas, il ne sait même pas comment je m'appelle, il ne sait même pas le nom de ses enfants. Il n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il demande. Il ne peut pas reprendre sa vie normale comme avant. Je ne sais même pas mon homme ni ma femme. Et les médecins, il a dit exactement, ton mari, il n'a rien à faire, il va mourir. Gardez votre yeux pendant un moment parce que ça y est, c'est fini. Le diagnostic qui a été fait aux urgences, suite à plein d'examens, ça a été un AVC ischémique. J'ai eu beaucoup de chance, moi, c'est-à-dire que dans la journée, le traitement a fonctionné. J'ai récupéré mon bras, j'ai récupéré mon visage, tout va bien. Mis à part que je suis sous surveillance maintenant pour plus un traitement au minimum pour 5 ans. Donc je donne mes symptômes au médecin et s'est amusé en me parlant d'antennes 5G. Enfin, j'ai pas tout compris ce qu'il me disait sur des effets un peu loufoques, machin. Me demandait si j'avais eu des symptômes comme ça en rigolant. J'ai pas forcément trop envie de rire, mais... Et puis, ils se sont aperçus en lui faisant des tests sanguins que les troponines, c'est-à-dire les enzymes cardiaques qui montrent une infection du cœur, qui doivent être à peu près, je crois, à 200 pour un être humain qui va bien. On m'a expliqué qu'à 5000 déjà, on n'était pas loin de l'infarctus. Quentin, il en avait 29 000. Et ils m'ont dit que mon fils, Quentin, avait développé une myocardite. Une myocardite, c'est une inflammation du muscle cardiaque. Alors, il faut savoir, d'après ce que j'ai compris, que le cerveau et le cœur, lorsque les cellules sont atteintes, les cellules meurent, elles ne se renouvellent pas, ce qui veut dire que potentiellement, il peut avoir des séquelles à vie. Donc là, il faut savoir qu'il n'a plus le droit de courir, il n'a pas le droit de s'exposer au soleil, il n'a pas le droit de faire des activités qui sollicitent trop son cœur. Ils en sont arrivés à la conclusion que c'était un effet de ce vaccin qui avait provoqué la myocardite. La consultation a duré maximum 5 minutes. Je suis rentrée, elle me posait une question, elle me demandait qu'est-ce que j'avais. Je lui ai expliqué, là, je lui ai dit que j'avais eu mon vaccin 20 jours avant. Elle m'a fait du revers de la main. « Ah non, c'est pas ça. » Elle n'a jamais regardé mon papier de vaccin. Là, elle m'a dit vous avez une paralysie de Bell. Puis là, après ça, j'ai demandé, j'ai dit pour mon travail, je viens de commencer un nouveau travail, est-ce que je pourrais avoir un billet du médecin? Elle m'a dit non, elle dit pour ton travail, je peux rien faire pour toi. Elle dit de toute façon, tu vas peut-être rester de même toute ta vie. Puis elle est repartie, puis elle me laissait de même. Je suis sortie du bureau du médecin, j'étais vraiment perdue. Là. Mon ORL, j'ai demandé pour la deuxième dose, est-ce que tout est correct ou est-ce que je la fais pareil? Ou elle m'a donné comme réponse vous êtes pas mal mieux à manger comme vous êtes là qu'avec le COVID. Le 12 mai, il a eu cet AVC. On a 3 comptes rendus de 3 hôpitaux différents. Donc sur les 3 comptes rendus, on peut dire, c'est marqué après la pose du vaccin, il a eu cet AVC. Mais personne, elle veut dire que c'est le vaccin. Est-ce que j'envisage de faire la deuxième injection? Surtout pas. De toute façon, j'ai une contre-indication à la vaccination que m'a fournie la neurochirurgie de Valence. Mes enfants ne se feront pas vacciner, il est hors de question. Pas avec ça en tout cas. Alors, j'ai pas du tout envie d'avoir une 3e dose actuellement. Et que Quentin ne peut pas recevoir de 2e dose de ce vaccin. Du tout. Aucun ARN messager. Je ne suis pas anti-vaccin, sauf que quand on analyse un peu la situation, on se rend compte que ce n'est pas vraiment un vaccin, qu'on n'est pas du tout informé sur les risques possibles
Et donc mon message, c'est plus pour alerter les parents. Là, ils veulent m'injecter la deuxième dose, puis moi, je la veux pas. Fait que... Puis pour ça, il faut vraiment que j'aille un billet du médecin, sinon ils vont vouloir me le donner. J'ai pris la décision de ne pas vouloir me faire injecter la deuxième dose. Elle a demandé à son médecin est-ce qu'il peut y aller voir pour faire la deuxième injection. Et du coup, là, le médecin, il a refusé. Et tu n'as pas le droit de faire le deuxième. Oubliez carrément. Beaucoup de sportifs de haut niveau ont souffert ou souffrent encore d'effets secondaires liés au vaccin anti-Covid. On ne compte plus le nombre de matchs de football où des joueurs et même des arbitres ont dû sortir du terrain en se serrant la poitrine, ou pire, allongés sur une civière. Des athlètes de premier plan, en pleine santé, se découvrent subitement des problèmes cardiaques. Christophe Lemaître est forfait pour les championnats de France. Il n'ira sans doute pas à Tokyo. Il a communiqué « Je ne suis pas en mesure de défendre mes chances au championnat de France. Je dois me résoudre à y renoncer aujourd'hui », a-t-il expliqué. Son entraîneur est plus précis. Il y a une période où ses tests étaient excellents, au même niveau qu'avant. Et puis, il s'est fait vacciner, on ne l'a plus reconnu. C'est Pierre Carraz, qui est un de ses entraîneurs, qui dit ça. Depuis le mois de février 2021, je vois des dédimères qui sont très élevés. Il faut faire les dédimères chez toutes les personnes qui sont vaccinées. Les dédimères est normalement un facteur pour rechercher les thromboses, les phlébites, les embolies pulmonaires. Avant le vaccin, moi, j'avais jamais vu des dédimères supérieurs à 2500. C'était déjà catastrophique. On avait déjà une grosse suspicion de thrombose avec des dédimères à 2500. La limite est à 500, normalement. La jeune fille que j'ai vue il y a de ça 3 semaines, de 32 ans, était avec 5000 de dédimères. Et pourtant, elle était bien. Elle était juste fatiguée. Elle venait de faire le 2e vaccin. Alors, là, le laboratoire me téléphone directement. « Dr Hawks, notre patient, il va pas bien. C'est catastrophique, là. C'est une urgence. » Le laboratoire est toujours censé appeler quand il y a des cas avec des tableaux comme ça. Au départ, je leur disais « Il y a quelque chose qui ne va pas? C'est le vaccin ?» On me disait « Ah non, 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 on peut pas le dire, on peut pas le dire. » Maintenant, les médecins du laboratoire disent « Non, c'est sûr, on sait que c'est le vaccin qui donne ça. On n'a jamais vu ça avant. » Je m'appelle Brigitte Audrin. Alors, mon mari avait 81 ans. Je m'appelle Guy Massip, j'ai 62 ans. Je suis retraité de la police nationale et je suis le père de Mélanie, qui allait fêter ses 16 ans. Le nom de mon mari, c'est Keith Verrell. Son âge, 64 ans. Je suis Frédéric Beltra, papa de Maxime Beltra, restaurateur de profession. Il avait passé en décembre 2020 un check-up qui était très bien. Elle avait la suspicion, je dis bien suspicion, du syndrome de Marfan. Et elle avait un dossier médical très épais et avait été suivie, que ce soit par les cardiologues, par tout ce qui est le corps médical, il n'y avait pas de problème. Son condition avant le vaccin, il avait bonne santé. L'état général de santé de Maxime était très bon. Il avait juste un talon d'Achille au niveau des allergies concernant la cacahuète. Il disait toujours, oh là là, quand est-ce qu'on va se faire vacciner? Ça tarde, et je lui disais tout le temps, et mes enfants aussi, disaient, il faut attendre la date qu'on va nous proposer. On est obligé de se faire vacciner pour avoir accès à ce qui est magasin, cinéma, et on ne peut pas reprocher à une adolescente de vouloir se faire vacciner. On commençait à nous dire de plus en plus qu'il allait devoir se faire vacciner pour pouvoir voyager, pour pouvoir voir sa famille, voir ses proches. Depuis qu'il y avait les nouvelles mises en place avec le pass sanitaire, ça contraignait énormément sa vie pour la vie courante, c'est-à-dire aller boire un café, aller au resto avec les copains, sortir à la discothèque, enfin les choses qu'on fait à son âge. Il s'est fait vacciner avec le vaccin Pfizer. Elle a été vaccinée le dimanche 11 juillet
avec le vaccin Pfizer. Mon père a décidé de se faire vacciner, il s'est fait vacciner le 18 mai. J'ai expliqué, il est anaphylactique. Elle avait fait ça, mais ce n'est pas le problème. Et elle a continué de faire le vaccin. Je lui ai bien spécifié de bien mentionner au docteur dans le centre de vaccination qu'il faisait des œdèmes de Quink liés à la cacahuète, et il faisait des œdèmes de Quink massifs. Et alors il s'est fait vacciner le 26 juillet à 14h avec le vaccin Pfizer, en stipulant bien qu'il avait des allergies à la cacahuète qui déclenchaient des œdèmes de Quink et qu'il avait des allergies aussi à des médicaments inconnus. Donc ça a été bien précisé, et je vous avoue que je pensais secrètement qu'il ne serait pas vacciné. Voilà. Chose qui n'a pas été faite puisqu'il a été vacciné sans plus de commentaires, en disant simplement que dans le vaccin il n'y avait pas de cacahuètes. Au bout de 2 ou 3 jours donc, il avait de la difficulté à avaler parce qu'il avait des cordes vocales qui commençaient à se paralyser. Tout a commencé vraiment comme ça. Et après ça n'a fait qu'empirer. Ça a attaqué les reins, la vessie, l'intestin, tout était bloqué. C'est-à-dire qu'avec la maladie Guillain-Barré, on a tous les organes vitaux qui se paralysent en fin de compte les uns après les autres. Et c'est ce qui s'est passé chez lui. C'est-à-dire que pendant 3 semaines et demie qu'il était à l'hôpital, tout se paralysait au fur et à mesure, quoi. 2 jours plus tard, elle est arrivée chez moi, comme j'étais en train de le dire, et je suis revenu un peu plus tôt que d'habitude. Et quand je l'ai retrouvée, elle était, pour moi, elle était morte dans le garage. Elle était sur le dos, elle était morte. Ma première réaction, ça a été de faire le bouche à bouche et le massage cardiaque. Bon, comme le garage était ouvert, il y a eu un couple qui passait, par chance, les gens ne m'ont pas posé de questions. Le gars s'est mis à faire le massage cardiaque. Moi, je faisais le bouche à bouche. Et sa femme a fait tous les appels téléphoniques parce que c'est assez compliqué pour prévenir tout ça. Quand les pompiers sont arrivés, qui m'ont enlevé de la petite, j'ai vu qu'elle avait plus ce visage de mort. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Donc, j'ai eu de l'espoir. Ensuite, quand j'ai entendu dire qu'ils appelaient l'hélicoptère, je me suis dit, c'est bon, elle va revenir. Elle va revenir. Du moment qu'ils appellent l'hélicoptère, ils ne l'embellent pas pour... Donc on avait un grand espoir parce que je me suis dit, on a réussi à la faire revenir. C'est bon, tout va s'arranger. Après, ça a été la suite qui a été plus compliquée. Environ 9h30, j'ai entendu un bruit. Je pensais que c'est mes chiens. J'ai investigué et c'est mon mari qui est en train de s'étouffer. J'ai appelé mon fils, il est arrivé. Tous les nous deux, on a essayé de ressusciter Keith. Il avait appelé le SAMU. Notre fille nous a appelé en nous disant « Venez vite, Maxime fait un œdème ». Donc quand on est arrivé à la maison au bout d'1 minute, parce qu'on mangeait juste en bas de la maison, on l'a retrouvé, il était très rouge, il manquait d'oxygène, mais il n'avait aucun gonflement externe. Et les secours sont arrivés très très rapidement. La médecin de service est venue me voir dans la chambre et elle m'a dit votre mari mardi retournera chez vous. Alors j'ai été surprise parce que comme c'était de mal en pis, je me suis dit mais pourquoi elle me le ramène? Donc ils l'ont posé ici sur le lit et ils sont partis. Et là j'ai compris tout de suite. Je me suis dit, je suis quand même pas si bête que ça. Hein. Je me suis dit, il vient ici parce qu'il n'y a plus rien à faire, il va mourir et puis c'est tout. Et c'est bien ce qui s'est passé. 3 jours après, il est décédé. Elle était en soins intensifs à la Péronie à Montpellier. Là après, on a été repris dans les bureaux pour discussion avec les toubibs, les infirmières, les neurologues. Ils nous ont dit, au niveau du cerveau, ça va pas du tout. Il y a des œdèmes, c'est de plus en plus... Il y a trop d'œdèmes, il va y avoir des séquelles irréversibles. Et petit à petit, bon,
Les jours suivants, ils nous ont amenés petit à petit à nous faire comprendre que Mélanie, ce ne sera plus la Mélanie que ce sera le légume. Donc on a été confrontés au choix. Soit de la maintenir en vie dans un état de légumes, soit de la laisser partir tranquillement. C'est ce qu'on a fait. Il avait appelé le SAMU. En train, mais il est décédé devant notre yeux. He died. We couldn't save him. Déjà, je ne peux pas dire que c'est des effets secondaires liés à la vaccination. Je peux juste dire ce que nous avons observé dans le déroulement de sa journée. Donc, il s'est fait vacciner à 14h. Il n'a aucun signe trouble de santé jusqu'à pratiquement 22h. Là, quand on le retrouve, il est vraiment en manque d'oxygène. Il est rouge, sa peau s'est colorée. Il est rouge et il nous dit « j'arrive plus à respirer, j'arrive plus à respirer ». Et puis, dès qu'ils ont commencé à le soigner, plus ils l'ont soigné, plus ça l'a mené vers la mort. Donc la réaction de l'organisme a été complètement contraire aux soins qui sont prodigués pour un œdème et qui sont des protocoles qui sont établis depuis très longtemps. Et j'ai demandé, 1 mois et demi à peu près, après la mort de mon mari, j'ai demandé à l'hôpital Bretagne Sud, ici à Lorient, qu'on me fasse intégralement tout ce qu'on avait fait à mon mari de A jusqu'à Z. J'ai attendu pratiquement 3 semaines, 1 mois pour voir le résultat. Et ils devaient envoyer le résultat également à mes 2 médecins, c'est-à-dire celui de Belle-Île et celui de Lorient. Ils n'ont jamais rien reçu. Alors l'hôpital ne m'a jamais rien dit. C'était toujours « on ne sait rien, il y a une inflammation, mais on ne sait pas d'où. Malgré tous les examens qu'on a faits, on ne sait toujours rien. » Donc il n'y avait aucune raison pour laquelle Mélanie s'est emmalement du cœur. Et à part le fait qu'elle ait été vaccinée 2 jours avant avec le vaccin Pfizer. Voilà. J'ai ensuite parlé avec le médecin qui était venu sur place pour faire les soins et il m'a demandé très directement si mon père avait le Covid avant de se faire vacciner, s'il s'était fait tester du Covid ou enfin tout ça. Et du coup je lui dis non, je pense pas. Mon père hier il s'est fait vacciner. Il a fait son vaccin AstraZeneca. Sur place, on ne lui a pas fait de test pour voir s'il avait le Covid ou pas, enfin rien de tout ça. Et le médecin m'a dit, si il avait le Covid et qu'il s'est vacciné, c'est sûrement ça qui l'a tué. Donc voilà, il aurait dû se faire tester. Il avait une haute pression artérielle, il était anaphylactique, il avait des allergies et comme si de rien n'était, ils te disent oui c'est bon, vas-y, et puis on vaccine. Et voilà. On aimerait avoir une recherche plus approfondie, on vous dit c'est 5-10 000 euros pour faire ça aussi ou ça, alors que c'est juste savoir ce qui s'est vraiment passé, quoi. Enfin, le ressenti, c'est pas comme s'il était mort de vieillesse ou d'une maladie, c'est un ressenti de meurtre parce que il s'est fait injecter quelque chose et il est mort le lendemain matin et c'est pas une coïncidence, c'est sûr. C'est clairement pas une coïncidence. Quelle est cette réaction d'une violence incroyable dans l'organisme qu'est-ce qui a généré cette réaction en aussi peu de temps et quel a été le facteur déclenchant de ça? Alors au début, il a été évoqué la cacahuète. Le seul problème, c'est que tout le monde ignore que mon fils avait même une allergie olfactive à la cacahuète. C'est-à-dire que l'odeur de la cacahuète était répulsive pour lui. Donc le fait d'en avoir ingéré, pour nous, c'était pas crédible dès le début. Et ensuite, il y avait un deuxième signe externe, c'est qu'il n'avait absolument aucun gonflement sur les muqueuses. Mais ça s'amenuisait très rapidement dès qu'on y donnait les médicaments qui avaient été prévus par son allergologue. Ça partait très rapidement. Le rapport d'autopsie qu'on a eu le 6 octobre, il est mentionné noir sur blanc que mon fils a eu une myocardite. Or, avant la vaccination, mon fils n'avait aucun problème cardiaque. La légiste conclut en disant que cette myocardite peut expliquer
peut être expliquée par l'état de fatigue que mon fils aurait eu auparavant. Alors, personnellement, j'ai un 3e vaccin à faire, mais je n'irai pas. Ça, il est hors de question que j'aille me refaire vacciner. Et je dis à tous ceux qui ne sont pas encore vaccinés, surtout réfléchissez bien avant d'agir. Vous voyez le pour, vous voyez le contre. Je ne veux pas vous influencer, mais vous faites comme vous voulez, mais réfléchissez bien avant. Pour le moment où jusqu'à présent ça a été très passé sous le tapis, faites-le et posez pas de questions, mais la vérité va se savoir et je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Mais j'aimerais prévenir surtout les parents qui par la suite vont faire vacciner leurs enfants qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, il ne faut pas y aller en se disant bon, c'est un vaccin, tout le monde le fait, il n'y a pas de... Parce qu'il y a des cas, malheureusement trop méconnus, où il y a des effets secondaires qui ne sont pas bons. Et j'ai perdu mon fils dans cette bataille de l'humanité finalement contre un virus. Je peux l'admettre dans le sens que si les décisions ont été prises avec l'intention de faire le bien et en commettant certaines erreurs, c'est pardonnable. Par contre, si c'est quelque chose qui a été fait avec une manipulation volontaire à des fins financières ou par des intérêts liés, croisés entre certaines personnes, là il faudra, je pense qu'il y ait un réveil des consciences et que la plèbe, le bas peuple, se réveille et soit impitoyable vis-à-vis de ces gens. Parce que perdre son fils, nous on a pris perpétuité. Voilà. Moi ma condamnation, celle de ma femme, celle de notre famille, c'est perpétuité incompressible. Pire que si on avait tué quelqu'un. Parce que la peine qu'on a, jusqu'à ce que je ferme les yeux, je l'aurai. Voilà. Donc là, il ne peut pas y avoir de pardon. Donc il n'y a que 2 solutions. Soit c'est une forme de bienveillance avec un peu d'incompétence et un peu d'improvisation, ça peut être pardonnable. Soit si c'est l'autre segment, il faudra que les gens se réveillent un jour. Les associations qui viennent en aide aux victimes d'accidents vaccinaux tentent d'alerter et d'informer le monde politique depuis des années. Elles ont malheureusement souvent l'impression de prêcher dans le désert. Voici l'extrait d'une conférence organisée à l'Assemblée nationale par l'une de ces associations. Moi, je donne notre témoignage de famille, et cela concerne ma fille, Oriane. Il s'agit de ses propos. Je suis atteinte de myofasciite à macrophage à la suite du vaccin contre le papillomavirus Gardasil. Le diagnostic ne fut posé, lui, qu'en septembre 2011, après 3 ans d'errance médicale. Pourtant, mes parents sont l'un médecin, l'autre infirmière, mais nous n'arrivions pas à y croire. Que dire de ce gâchis ? Que le gros problème, actuellement vraiment le gros problème des malades, c'est la méconnaissance et la non-reconnaissance de la maladie d'origine vaccinale. Le corps médical n'est pas informé des possibles effets indésirables des vaccins. Les effets indésirables de la vaccination ne sont donc pas déclarés, ou fort peu, à la NSM. La non-reconnaissance entraîne un déni de la part du monde médical, qui ne se soucie pas des répercussions et de la violence que cela inflige aux malades, ou plutôt aux victimes. On a des gens qui ont eu un vaccin génétique. Alors, regardez, il y a des gens qui en sont à la 3e dose. Ils ont eu l'AstraZeneca en premier, ils ont eu du Moderna en 2e et du Pfizer-BioNTech en 3e. Alors pour le suivi des effets secondaires, évidemment, on est dans la choucroute. On ne peut pas avoir un suivi sérieux si on mélange les médicaments. Depuis le début de la pandémie, on peut parler des dégâts du Covid, on peut parler des bienfaits du vaccin. Mais dès qu'on parle d'effets secondaires graves, importants, je parle pas des petites douleurs sur le point d'injection, tout de suite, ça dérange. Est-ce que ça ne pose pas le problème finalement de consultations plus approfondies pour chaque personne qui se destine à une vaccination pour savoir si oui ou non elle est apte à cette vaccination ? On a l'impression qu'on découvre la capacité d'un individu à gérer la vaccination après. Docteur Tallarmin, est-ce qu'il n'y a pas cette chaîne d'accompagnement qu'il faudrait mettre en place ?
On a un questionnaire, mais le problème, c'est que ce sont des effets qui vont arriver de manière individuelle. Et on n'a pas encore les facteurs de risque. Pour l'instant, les facteurs de risque de faire une forme grave ne sont pas encore connus. Et même si on faisait une enquête, on ne pourrait pas le savoir. C'est ça le problème. Bon, donc, dans le doute, on protège les gens. Si vous alliez voir les personnes qui sont sur le vaccinodrome, eux sont complètement au courant de toutes ces causes-là. Non, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Et je pense qu'ils hésiteraient à vous vacciner à cause de votre péricardite. Ma péricardite a été diagnostiquée la semaine dernière. Mais avant, avec mes symptômes, on m'a toujours dit que je pouvais faire une deuxième dose. Vos symptômes étaient compliqués à comprendre. Oui, quand les symptômes sont compliqués à comprendre, c'est le doute qui prime avant tout. Oui, mais ce ne sont pas les gens du vaccinodrome qui doivent faire le diagnostic, c'est votre médecin qui doit le faire. Les gens qui sont sur les centres de vaccination n'ont pas le temps de faire des consultations. On va distinguer pour aller vite, on va dire qu'il y a des effets indésirables légers, des effets indésirés graves et la mort. Les effets indésirables légers, c'est tout ce qui concerne tout ce qui est lié directement à l'injection elle-même. Voilà, donc le fait d'avoir des réactions cutanées, des petites allergies locales, le fait d'avoir une petite poussée de fièvre quelques heures, etc., un sentiment de fatigue quelques heures, tout ça, ce sont des choses qui sont tout à fait classiques dans l'administration du vaccin. Bon, okay. Donc c'est pas de ça dont on parle. J'ai eu l'occasion de travailler dans les unités Covid et j'ai gardé contact avec les infirmières. Donc j'ai eu plusieurs informations que je n'ai pas au cabinet. Ce sont les infarctus qui sont survenus généralement à peu près une semaine après vaccination. Donc je sais qu'il y a eu des gens jeunes, notamment là, récemment 27 ans, 32 ans, et puis plusieurs cas de myocardite, des embolies pulmonaires. Ce que les infirmières m'ont également rapporté, c'est que la consigne avait été donnée de ne pas faire de déclaration de pharmacovigilance quand il y avait eu des problèmes suite au vaccin, en sachant que l'objectif est de vacciner tout le personnel. Dans un contexte de très forte pression de l'idéologie vaccinale, qui pèse sur tout le monde, c'est-à-dire qui pèse sur l'individu lui-même, qui peut avoir tendance à s'auto-censurer, en se disant mais non, le vaccin c'est bien, j'y suis allé, là oui je me sens pas très bien mais c'est pas grave, ça va passer, voilà. Donc l'individu, on peut penser sans doute s'auto-censure. Ensuite, là je dis sans doute parce que j'ai pas de données là-dessus, j'ai des témoignages par-ci par-là, mais bon, des témoignages, nous sommes des milliards. Donc, par contre, là où j'ai plus de données déjà, parce que j'ai là pour le coup des témoignages directs et que ça concerne un beaucoup plus petit nombre de personnes, c'est comment cette pression de l'idéologie vaccinale amène un certain nombre de médecins tout au long de la chaîne de déclaration de pharmacovigilance à eux aussi à s'auto-censurer. Voilà, il y a actuellement une très très forte pression, on le sait, qui descend depuis Paris, toute la chaîne, en passant évidemment par les agences régionales de santé, qui sont le relais local du ministère de la Santé pour faire passer le bon message, donc, ce que moi j'appelle la doxa. Donc là, la doxa consiste à dire, il n'y a pas de problème, tout va bien. Avec les vaccins, tout va bien, il n'y a aucun problème. Donc évidemment, la pression est mise sur toute la chaîne jusqu'à l'enregistreur de base. C'est une pression pour minimiser en fait les problèmes. Vis-à-vis des complications cardiaques des vaccins anti-Covid, moi je l'ai signalé au Conseil de l'Ordre. Il faut savoir que sur les 17 cas, une seule fois le médecin avait signalé qu'il y avait un vaccin qui avait été réalisé quelques jours avant, mais les autres fois le médecin n'en parlait jamais. Donc j'ai eu essentiellement des arythmies, des poussées de tension chez des gens qui avaient une tension normale autour de 13 et là la tension subitement montait à plus de 20 de tension. J'ai eu une thrombose, donc un caillot dans une veine de la rétine et des douleurs thoraciques au point où les gens allaient aux urgences. Alors, des fois avec une inflammation. Est-ce que c'était des myocardites? C'est très difficile de savoir. Mais en tout cas, c'était des douleurs vraiment violentes qui sont survenues. Alors j'ai eu 6 fois pour AstraZeneca, ça a été entre 10 et 18e jour. Plutôt pour les Pfizer, où c'était entre 48 heures et une dizaine de jours. Parce que les médecins ne le signalent pas, mais j'ai vraiment la sensation qu'ils n'y pensent pas. J'ai pas l'impression qu'il y a un calcul par rapport à ça. Je pense qu'ils ne conçoivent même pas que ça puisse être possible.
c'est-à-dire que quand on regarde un petit peu la littérature scientifique sur la pharmacovigilance, une des choses qui est signalée mais de partout et qui pour le coup fait vraiment consensus pour le coup, hein, le fameux consensus scientifique, certains l'évoquent en général pour tuer les questions, mais là pour le coup j'invite chacun à aller le vérifier, il y a un consensus scientifique des études sur la pharmacovigilance pour dire que de toute façon les effets qui sont recensés dans les bases de données, sauf exception de certains pays où ce sont surtout les particuliers qui déclarent, mais c'est vraiment exceptionnel, les Pays-Bas par exemple, mais sinon ce sont des médecins qui font l'essentiel des déclarations et il y a un consensus pour penser que la sous-estimation est évidemment très très grande. Ce qu'on retrouve à peu près partout à la louche, le chiffrage qui consiste à dire, si vous voulez, que grosso modo il y a peut-être 10% des effets indésirables associés à la vaccination qui sont déclarés en pharmacovigilance. Toutes les données qu'on va manipuler sont déjà par principe même une sous-estimation de la réalité. Quand on est en population générale, est-ce que les médecins font remonter les cas? Déjà, on n'en sait rien. Peut-être, on sait qu'on a peut-être 10% des effets qui sont reportés à la pharmacovigilance en vie réelle, peut-être 15, peut-être 20. Ce qui fait que les 1000 morts qu'on nous annonce sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament, eh bien, il faut multiplier par 10. C'est-à-dire que nous avons un chiffre énorme par rapport à toutes les épidémies et les effets indésirables que nous avons connus jusqu'à présent. Quand on est dans une phase d'essai clinique, en général, entre 25 et 50 morts, on s'arrête. Là, nous en sommes à 1000. Et même si, comme le dit la NSM, le lien de causalité n'est pas prouvé, ce sont quand même des morts sans autre cause apparente que les vaccinations. Seulement, dans la plupart des cas, on n'a pas fait d'autopsie. Pourquoi? Est-ce qu'on a peur des résultats? Si on avait fait des autopsies, notamment des analyses sanguines, on aurait très certainement vu dans de très nombreux cas des thromboses, des milliers de caillots qui s'étaient formés. Ce que nous disent les virologues. Pas ceux qui parlent à la télé, qui ont des liens d'intérêt, mais ceux qui n'ont pas d'intérêt à dire ça, puisqu'ils n'ont rien à vendre. Eux. Donc je fais le même travail que j'ai fait depuis le début, qui est de regarder des faits et de contester certaines interprétations, visions globales qui sont données de ces faits, en l'occurrence celles qui consistent à dissimuler les problèmes de pharmacovigilance, où nous analysons les données qui existent dans plusieurs pays, pas qu'en France. On a regardé pour la France, pour l'Angleterre, pour les Pays-Bas, pour la Suisse, pour les États-Unis et pour l'Agence européenne du médicament. La méthodologie de Salon, c'est l'exemple qui consiste à dire « Oh, regardez, cette étude n'a pas respecté telle règle de méthodologie, donc on peut se débarrasser de la question que pose l'étude. » C'est le même coup qui a été fait au traitement précoce depuis le début avec l'IHU de Marseille. Comment vous n'avez pas randomisé en double aveugle votre étude sur l'hydroxychloroquine? Mais donc ça ne vaut rien et c'est fini. Donc ça permet de ne pas avoir à discuter la question de fond qui est posée, qui est celle du traitement précoce. L'autre grand argument, au fond, que méconnaissent tous les gens qui veulent dénier, encore une fois, qui sont dans le déni, le tabou, vous allez sur le site de la NSM, vous allez à la rubrique pharmacovigilance, vous cliquez dessus et vous pouvez télécharger 3 PDF. Voilà, c'est ça le niveau de transparence sur les données. Aux États-Unis, vous avez la base de données qui est en ligne. Et c'est une base de données qui remonte à 1990. Donc depuis 31 ans, vous pouvez regarder tout ce qui est déclaré en pharmacovigilance aux États-Unis pour la totalité des médicaments administrés au peuple américain. Donc vous faites ça, vous rentrez dans la base, vous isolez les vaccins Covid, les 4, le Pfizer, le Moderna, le Janssen, l'AstraZeneca, et vous comparez ça aussi avec d'autres campagnes vaccinales massives, comme en particulier les campagnes contre la grippe saisonnière. Et vous regardez ça sur 31 ans, et le résultat, quand vous faites ça, vous vous apercevez tout de suite qu'il y a une mortalité associée à la vaccination, qui est inédite historiquement. Voilà. On ne peut pas le cacher sous le tapis. Il n'y a jamais eu, en taux, comparé au nombre de personnes vaccinées, pas qu'en chiffre brut, il n'y a jamais eu autant d'effets indésirables. Les vaccins sont-ils sûrs? C'est ce qu'on nous répond. Or, Gérard Delépine, le docteur Delépine, qui est l'auteur de plusieurs livres, cancérologue, oui, statisticien, a publié plusieurs articles parlant de l'hécatombe post-vaccinale. Il a regardé les courbes. Et il nous fait constater que, très curieusement, les premiers à vacciner en Europe, ça a été l'Angleterre. Et dès les premiers jours de la vaccination,
est apparu le variant anglais. Il nous fait observer qu'en Inde, dès les premiers jours de la vaccination, est apparu le variant indien. Et il nous montre dans ses articles les courbes officielles d'une vingtaine de pays dans le monde. L'Israël, l'Islande. Et on constate que dès le début de la vaccination, la courbe des décès monte de façon spectaculaire. Ces vaccins, c'est des vaccins expérimentaux. Vous voyez, on est toujours en phase 3, contrairement à ce que dit notre ministre de la Santé. On n'a pas fait le bilan de tous les effets secondaires. Et il y en a de très nombreux. Et puis, il y a eu des morts suite à la vaccination. Et bien là-dessus, vous voyez que c'est très difficile après. On fait les déclarations, mais montrer la causalité, c'est très difficile. Et donc, les gens ne seront pas indemnisés. J'ai été sous-traitante pour l'industrie pharmaceutique pendant 23 ans. Mon rôle, entre autres, était d'assurer la gestion des essais cliniques dans la partie recueil de données, dans la partie analyse, mais aussi, en tant qu'expert biostatisticien, de participer à des comités d'experts et de calculer en amont la méthodologie afin de prouver l'efficacité et la tolérance des médicaments. Un petit rappel de comment ça se passe dans l'industrie pharmaceutique quand on fait un essai clinique. C'est un domaine qui est extrêmement réglementé. Donc selon le domaine dans lequel on se trouve, on va appliquer une certaine méthodologie, notamment en termes de statistiques. Donc il faut bien se rendre compte que quand on parle de l'efficacité ou de la tolérance d'un vaccin, c'est essentiellement un travail mathématique. Donc on va partir d'hypothèses, de calcul de nombre de patients nécessaires pour montrer l'efficacité du nouveau produit qu'on veut tester. En ce qui concerne les vaccins Covid, donc si on prend le protocole Pfizer qui a été rédigé en mars 2020 l'année dernière, on s'aperçoit qu'ils avaient pris comme hypothèse de contamination Covid, c'est-à-dire au moins un symptôme léger, enfin pas forcément grave du coup, plus test PCR positif. Donc ça c'est la définition de qu'est-ce qu'un malade. Ensuite, qu'est-ce qu'un malade sévère? C'est quelqu'un qui va être hospitalisé. Donc un cas sévère, ça donne lieu à une hospitalisation. Et là, donc, on s'aperçoit que dans ce calcul-là, ils ont pris comme hypothèse qu'il y avait 1,3% des patients, donc sous placebo, qui allaient attraper le Covid pendant l'essai clinique, qui a été donc pensé à ce moment-là. Sachant que l'essai clinique, quand on écrit ce protocole, il est censé durer plus de 25 mois minimum, puisqu'on est censé observer les gens pour assurer un suivi à moyen terme, on va dire, des patients pour évaluer la tolérance de au moins 2 ans après la deuxième dose. On s'aperçoit qu'à ce moment-là, 50% des patients sont suivis moins de 2 mois et au maximum 4 mois. Moi, j'étais assez consternée de voir qu'il n'y avait aucune preuve d'efficacité sur les cas sévères, pour la bonne raison qu'il n'y en avait pas assez. Et il n'y avait aucune preuve d'efficacité pour la plupart des rapports sur les populations les plus âgées. L'effectif de la population en lui-même n'était pas assez important pour pouvoir conclure de façon statistique à une différence entre le placebo et le vaccin. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que donc, quand un patient théoriquement participe à un essai clinique, il est énormément suivi puisqu'il fait des visites régulières chez le médecin qui l'a inclus dans l'essai. Il a donc ce médecin qui doit reporter les effets indésirables rapidement. Et quand on est en population générale, là on s'aperçoit que les gens ils sont complètement livrés à eux-mêmes puisqu'il n'y a pas du tout de suivi des patients qui ont été vaccinés. Et bon, alors c'est aussi à l'origine du problème de cette sous-déclaration des événements. C'est-à-dire est-ce que le médecin est vraiment au courant des problèmes qu'a eu son patient? Est-ce que le médecin les déclare? Est-ce que le patient lui-même les déclare, sachant que les 3 quarts du temps, il n'est pas du tout au courant sur quel site on peut aller déclarer son événement? Finalement, les rats et les souris de laboratoire, ils sont quasiment mieux suivis que les gens aujourd'hui qui se sont fait vacciner. On n'aurait jamais dû permettre l'utilisation dans la population générale de ces vaccins dès le janvier 2020. On n'aurait jamais dû, puisque ce qui est présent dans les essais cliniques ne permet pas d'évaluer de façon correcte
le bénéfice-risque. Dans notre équipe, il y a un spécialiste de pharmacovigilance. Le gars, ça fait juste 25 ans qu'il fait ça. Et donc, il y a des petits malins qui arrivent et qui n'ont jamais travaillé sur tout ça, jamais de leur vie, et qui pensent qu'en 3 phrases, ils vont, et en 2 coups de cuillère à peau, là, ils vont régler la question. Bon, c'est à l'image du fonctionnement de cette espèce de bulle numérique et médiatique dans laquelle nous vivons, voilà, où il y a des gens, même souvent cachés sous un pseudo, qui arrivent et qui s'imaginent que... ou des journalistes fact-checkers qui s'imaginent qu'ils vont régler les problèmes scientifiques à la place des scientifiques. La grande majorité des médias mainstream répètent ce que disent les gouvernements, qui répètent eux-mêmes ce que disent les laboratoires pharmaceutiques. Les vaccins sont sûrs et efficaces. Et ceux qui contredisent ce discours sont désignés comme des colporteurs de fake news. La parole publique est même devenue très agressive envers les non-vaccinés, qu'elle appelle maintenant, de manière péjorative, les anti-vax. La liberté de parole est de plus en plus menacée sur Internet, notamment sur Facebook et YouTube. Ce qui était au départ un shadow banning discret est devenu aujourd'hui une censure ouverte et assumée publiquement. Beaucoup de vidéos et d'articles qui critiquent les vaccins sont tout simplement supprimés. Des comptes sont bannis. Il est également difficile de parler des victimes d'accidents vaccinaux à la télévision. Regard croisé, une émission diffusée en décembre 2021 a jugé nécessaire de leur donner la parole. Cela a valu à France Télévisions de se faire taper sur les doigts par le gouvernement. Nul ne doit critiquer les vaccins. Quelques voix ont quand même osé braver l'uniformité du discours ambiant. Tous les médias ont été trop politiquement corrects et ont suivi Olivier Véran comme des petits chiens. Le maréchal Véran, vous dites ? Oui, le maréchal Véran. Oui, parce que tout ce qu'il disait était parole d'évangile. Il fallait dire quoi, alors, du coup ? Il n'y avait pas assez de contradictions. Les gens ont peut-être flippé. Les gens ont eu peur. Les journalistes aussi ont eu peur. Oui, mais... Nous, on a eu peur. Oui, mais justement, alors là, je vais parler de dictature. Cette dictature, attention, de la peur. Celle-là, je ne la comprends pas et je ne la supporte pas. Et vous n'avez pas eu peur ? Non, jamais. Jamais eu peur ? Jamais. Eh bien, nous, on a eu peur. Bah non, moi jamais. Moi jamais. D'abord parce qu'il suffit de voir les chiffres. Et justement, on nous les a cachés dans un premier temps. Je ne supporte pas le mensonge et je ne supporte pas qu'on culpabilise les Français. Il faut toujours contextualiser un chiffre. C'est comme en ce moment. Je vous entendais parler du Brésil. Mais alors, on nous donne le nombre de morts au Brésil, mais on nous rappelle jamais le nombre d'habitants au Brésil. Faites le ratio entre le nombre de morts au Brésil et le nombre d'habitants et puis comparez-le au ratio français. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Eh bien, il faut juste que les journalistes fassent leur travail. Et ça, c'est ce que je reproche aux journalistes, c'est qu'ils ne le font pas. David Pujadas, vous estimez que les médias entretiennent un climat de panique ? Oui, j'estime que les médias, globalement, entretiennent un climat de peur. La peur fait vendre, la peur est alliée du commerce. Les émotions font vendre, et la peur est l'émotion la plus immédiatement perceptible, celle qui suscite le plus de réactions. Pas seulement les médias. L'aspect commercial pour les médias, l'aspect principe de précaution pour les politiques, et l'aspect « je me couvre » pour les médecins. Et je dis simplement, regardons de temps en temps les faits. Aujourd'hui, la contamination n'est plus un indicateur aussi pertinent. Donc arrêtons de nous mettre la rate au courbouillon. 900 morts pour cause directe de vaccination en France aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un s'en occupe ? Est-ce que quelqu'un se dit quel est le seuil à partir duquel on va considérer que ça devient grave ? Je ne vous laisserai pas donner des informations qui ne sont pas vérifiées par l'équipe de la rédaction de CNews. On a fait confiance à l'État, on a dit qu'il y avait vraiment, on n'a même pas pensé qu'on va avoir des conséquences. Donc j'étais absolument pas consciente qu'il pouvait y avoir des effets indésirables, comme ils les nomment, et encore moins que ces effets indésirables pouvaient être graves. Je vous dis, je ne regarde pratiquement plus les informations parce qu'à chaque fois, il y a toujours le vaccin. Un jour c'est noir, un jour c'est blanc. On ne sait jamais comment faire, qui croire. Et je vous dis, moi quand je suis toute seule, c'est plus fort que moi. Je dis assassin, je dis toute seule.
Il s'agit bien d'une hécatombe. Hécatombe post-vaccinale. Et très curieusement, et là on peut se demander pourquoi, à la fois les politiques et les médias se taisent. Pas un mot dans les médias qui nous disent qu'il y a très peu d'effets indésirables. Ils nous mentent parce qu'ils ont accès à ces sites. Alors pourquoi est-ce qu'ils nous mentent? C'est la question. Plusieurs facteurs qui m'ont étonné. On était très loin, nous, de tout ce qui était en train de se passer avec ce qu'ils appellent les pros et les anti-vax. Et à la suite du décès de mon fils, j'ai été vraiment intrigué le lendemain de voir paraître un article dans la presse locale, notamment le Midi Libre, qui stipulait que notre fils avait une allergie alimentaire. Or, lorsque cet article est publié, aux alentours de 17h, mon épouse et moi, nous sommes à Béziers, nous n'avons pas encore témoigné au commissariat de Sète, et donc on arrive au commissariat de Sète aux alentours de 20h. Ensuite, le lendemain, j'apprends qu'il y a un ancien député, que je ne connais absolument pas, qui envoie un tweet en disant qu'il s'agit d'une fake news organisée par les anti-vax. Alors là, je ne comprenais même pas le sens de ce tweet, je ne comprenais pas comment, d'un coup, la presse se saisissait au final pour... puisque c'était si simple, un œdème alimentaire, un décès par allergie alimentaire, pourquoi la presse se saisissait aussi rapidement et pourquoi un député intervenait immédiatement sans prendre la moindre information, en disant même que le décès était faux. Et ensuite, le mercredi, il y a eu un troisième élément qui est venu en surplus. Et alors là, qui a fini de me dire, bon là il y a vraiment quelque chose de bizarre, c'est Var Matin qui publie un article en disant que l'autopsie de mon fils n'a rien donné. Or, l'autopsie n'avait pas eu lieu. Elle a eu lieu que le jeudi après-midi aux alentours de 18h. Et l'article est publié le mercredi. Donc c'est-à-dire ces gens-là, ils étaient mieux placés que le légiste, et je ne sais même pas si le mercredi, l'autopsie avait été commanditée, pour vous dire. Mais ce n'est pas à la presse systématiquement de s'inscrire en barrage. Parce que là, c'est le troisième barrage auquel on assiste au niveau médiatique. C'est-à-dire, la première fois, c'était son allergie. Après, ça a été sur l'autopsie. Maintenant, c'est sur la myocardite qui est remise en cause en disant que soit elle est inexistante, ce qui est faux, puisque c'est marqué noir sur blanc, soit elle serait liée à quelque chose antérieur au vaccin. Ça avait été présenté comme un vaccin très large qui pouvait être administré à tout le monde, quel que soit son âge, quel que soit son état de santé général. Apparemment, ça pouvait amener à une bifurcation de cette fameuse parole publique qu'il y a eu. Et moi, j'explique que le tir de barrage qu'il y a eu médiatique avec les réactions qu'il y a eu, par peut-être une forme de crainte qui pouvait naître dans les gens qui avaient développé cette théorie-là, en disant que c'était le vaccin suprême qui allait soigner toute la Terre entière en 5 minutes. Donc là, on est soit devant une manipulation intentionnelle, soit devant une incompétence journalistique digne de la Pravda, quoi. Déjà à l'époque, ça n'était pas facile de parler d'accidents vaccinaux. Les médecins ne voulaient pas en entendre parler. Ils étaient convaincus à la fois de l'efficacité et de la non-nocivité des vaccins, quels qu'ils soient d'ailleurs. Bon, donc c'était pas facile d'en parler. Mais aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible. Au moins sur les réseaux sociaux, il y a des gens assez courageux, des journalistes assez courageux, mais ils ne sont pas très très nombreux, qui prennent le risque, et de gros risques souvent, pour tout simplement permettre une information pluraliste. Cette narration que j'appelle la doxa du Covid consiste à dire, nous sommes confrontés à une menace mortelle, un ennemi de l'humanité, c'est la déclaration du directeur de l'OMS à la mi-février 2020. 2, on ne peut pas soigner, on ne peut rien faire c'est le déni des traitements précoces. 3, la seule chose qu'il faut faire, c'est donc enfermer tout le monde, confiner. Et 4, on ne pourra sortir du lit sous lequel nous sommes cachés que le jour où il y aura des vaccins. Elle est intimement articulée avec ce que j'appelle l'idéologie vaccinale. Le propre d'une idéologie, c'est de proposer une narration, là aussi, bien sûr, qui est présentée comme une vérité absolue, indiscutable, et qui divise le monde en 2 catégories, les amis, qui sont ceux qui adoptent cette idéologie, et les ennemis. À l'époque, il y a eu une propagande absolument effrénée
qui, comme aujourd'hui d'ailleurs avec la Covid, fonctionne par la peur. On nous a fait peur. L'hépatite B, dont on nous disait qu'elle ferait 10 000 morts par an, que ça serait pire que le sida, a fait peur à tout le monde. Je me rappelle ma propre fille qui un jour fait du covoiturage, boit à la bouteille de la personne qu'elle a montée dans sa voiture et me dit après oh là là, je suis peut-être en danger, j'ai bu dans sa bouteille, peut-être je vais attraper l'hépatite B. Tout le monde avait peur. L'hépatite B devait nous tomber dessus à chaque carrefour de rue. C'était vraiment une propagande effrayante et basée sur la peur. Il faut se souvenir des déclarations de Marisol Touraine, puis qui ont été reprises par les différents ministres de la Santé, dont Agnès Buzyn, qui a dit que les vaccinations, ça ne se discutait pas. Or, si ça se discute, la science autorise le débat. La science impose le débat. Or, ce débat n'existe pas. Dès le moment où on refuse le débat scientifique, on est dans une sorte d'idéologie. Le vaccin est un sacrement, donc tout est possible. On a retiré l'aluminium des produits cosmétiques. On nous a dit c'est pas bon pour la peau. Ah bon? On l'a retiré de certaines pâtes à modeler ou autres pour les enfants. C'est pas bon qu'ils tripotent ça. L'aluminium, vous vous rendez compte? Mais dans un vaccin, par injection, dans le sang, c'est normal. Et quand on dit ça à des médecins, très souvent ils nous disent « Ah oui, mais c'est un vaccin !» Ah, comme si c'était un sacrement. Après tout, quand on communie à l'église, personne ne demande est-ce que l'hostie a une date de péremption, est-ce qu'elle est stérilisée? On croit. C'est quelque chose qui évidemment est anti-scientifique, par définition. L'idéologie, c'est le contraire même de la science. La science, c'est pas blanc ou noir, 0 ou 100%, ami ou ennemi, pour ou contre, bien ou mal, beau ou laid, enfin toutes ces notions-là n'ont rien à voir avec la science. La science, c'est des choses précises, mesurées, des vérités limitées, soumises à débat contradictoire et aménageables, voire réfutables dans le temps. Mais nous sommes confrontés à ça, une idéologie qui dit le vaccin, c'est bien, point, et c'est fini. C'est bien, point. Et toute personne qui, d'une manière ou d'une autre, vient dire peut-être que, mais enfin vous êtes sûr, machin, bidule, bim, est classée ennemi dans cette idéologie, et donc tuée symboliquement de toutes les façons possibles. Voilà. Et si vous osez poser des questions, eh bien, on vous catalogue anti-vax, complotiste, etc. Moi, je ne suis pas du tout anti-vax. Je cherche à comprendre en tant que scientifique. Et je me dis que là, on a atteint le bout du bout. Et il faut qu'on se réveille. D'ailleurs, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, ça va vous paraître, ça va être jugé certainement comme l'expression de quelqu'un qui est complotiste, qui est anti-vax, etc. Ce que je ne suis absolument pas. Mais on ne peut plus parler aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Et tout est censuré. La conséquence de cela, c'est donc, c'est le propre de l'idéologie. L'idéologie, elle est aveugle, elle est uniforme. Elle traite tout le monde de la même manière. Mais elle traite tout le monde de la même manière. Là, en l'occurrence, ça consiste à dire il faut vacciner 100% de l'humanité. Point. Voilà. Que ce soit des vieux, des jeunes, des enfants, des femmes enceintes, 100%. En découle une certaine, on va dire, une certaine pratique industrialisée de cela, hein, qui trouve sa traduction concrète dans ce qu'on appelle les vaccinodromes. En gros, vous appelez, vous prenez un rendez-vous, vous prenez un ticket, faites la queue, bim, on vous pique, au suivant. Ah, paf, au suivant, paf, au suivant. Le jour où les laboratoires et les gouvernements seront rendus pénalement et civilement responsables des effets secondaires que peuvent provoquer les vaccins, moi, j'ai plus de soucis. Pour le moment, c'est pas le cas. Le problème, c'est l'indépendance des experts. Et ça, Madame Berthella-Geffroy, qui était notre juge d'instruction, puisqu'ensuite nous sommes allés en justice au TGI de Paris, et là, Madame Berthella-Geffroy avait beaucoup de mal à trouver des experts qui soient indépendants. Nous, ce qu'on a constaté, c'est le contradictoire.
Il n'y a plus de contradictoire. Mais depuis, non, on a eu zéro soutien, zéro aide de la part de personne. Il est impossible pour nous d'avoir les résultats de l'autopsie, comme s'il cachait quelque chose ou qu'il ne voulait pas qu'on sache quelque chose dessus. Alors qu'on appelle tout le monde, on appelle le préfet, on écrit des lettres, on a même contacté l'ambassade en Angleterre pour essayer d'avoir leur aide, pour la voir. Enfin, on n'arrive pas à mettre nos mains sur l'autopsie. Quand un proche est victime d'un accident vaccinal, par exemple un décès, que faire? Eh bien, la première chose à faire, c'est demander une autopsie. Alors, souvent les hôpitaux hésitent à le faire. Si l'hôpital ne veut pas, eh bien vous faites une déclaration à la gendarmerie ou à la police, ça dépend de l'endroit où vous êtes, et vous demandez l'intervention du parquet. Alors, ceci doit être fait rapidement, c'est-à-dire que vous contactez un avocat sur place qui immédiatement envoie une lettre recommandée au pompe funèbre, à l'hôpital et s'adresse au parquet avec un courrier pour demander une autopsie. Et là, eh bien, ça bloque tout. Donc on ne touche plus à la dépouille de la personne et on attend les résultats. Si c'est moins grave que la personne a été gravement malade, eh bien d'abord il faut faire une déclaration à la pharmacovigilance. On peut la faire soi-même, on n'est pas obligé de passer par le médecin, parce qu'on se rend compte que dans 9 cas sur 10, les médecins ne la font pas. Le lien de causalité entre un effet grave, un décès et le vaccin anti-Covid, on n'a pas de recul, on n'a pas de jurisprudence puisque c'est trop récent. Par contre, on sait ce qui se passe en matière de lien de causalité concernant les vaccins d'autrefois. Et c'est ça qu'il faut enlever de la tête. C'est la raison pour laquelle, quand on vient devant les tribunaux, les juges croient qu'ils protègent les gens. Alors c'est très difficile. Mais quand on leur explique, quand on leur donne des éléments, des faits, alors là, le discours, il change. À titre d'exemple, je me rappelle d'un procès que j'avais plaidé en Bretagne, une infirmière de 40 ans, en bonne santé, vaccinée contre l'hépatite B, qui ressent des premiers symptômes quelques heures seulement après le vaccin, et son état s'aggrave. Arrêt de travail quelques semaines plus tard, on diagnostique une sclérose en plaques. Sur appel de la caisse primaire d'assurance maladie, où elle demandait la reconnaissance professionnelle de la maladie, puisque pour une infirmière, le vaccin était obligatoire. La caisse primaire d'assurance maladie dit il n'y a pas de lien de causalité, et nous avions contre nous, devant la cour d'appel, 4 expertises qui disaient qu'il n'y avait pas de lien de causalité. Seulement, dans la dernière, un grand professeur d'université, à qui j'avais amené une 50aine de livres de ses confrères, médecins, biologistes, profs de fac, parlant de l'inefficacité et de la toxicité des vaccins. Dans une procédure, ça s'appelle un dire. Et l'expert, quand il envoie un pré-rapport ou un rapport, il inclut le dire à son rapport en disant « telle partie au procès me signale telle chose, je ne suis pas d'accord pour telle raison ». Eh bien là, il n'en parlait pas, comme si ça n'existait pas. Ces 50 livres, représentant des milliers de références médicales, devraient faire partie de la littérature médicale. Pas un mot. Comme si j'avais rien donné. Donc ça, c'était une anomalie. Et j'ai expliqué à la cour d'appel, cet expert qui vous dit « je ne sais pas de quoi vient la maladie, mais ça ne vient pas du vaccin ». Il y a quelque chose d'anormal. Puisque la cour d'appel lui demandait, puisque ça ne vient pas du vaccin comme vous le dites, de quoi ça vient? Il ne répondait pas. Donc j'ai dit, si je donne un coup de poing dans le nez à l'expert, et qu'il dit « je saigne du nez », je lui dirais « mais un saignement de nez, ça peut être une coïncidence ». C'est le raisonnement que vous me faites.
bien ça, c'est le discours de mauvaise foi. Eh bien, c'est le discours que nous aurons certainement en face de nous concernant les victimes du vaccin anti-Covid. Actuellement, selon le site Eudra Vigilance, il y en aurait 22 000 morts en Europe et 800 000 cas graves à la suite des vaccins anti-Covid. Alors c'est vrai que la charge de la preuve revient souvent à la victime, mais il existe en jurisprudence une présomption de lien de causalité. Ce qu'avait décidé la Cour d'appel dans mon affaire de sclérose en plaques, où ils ont jugé qu'il y avait une présomption de lien de causalité, puisque l'expert n'était pas capable de dire de quoi venait la maladie et de quoi venait la sclérose en plaques. Ensuite, il y a des échappatoires possibles. Il y a le certificat médical de contre-indication. Alors, elles ne sont peut-être pas dans les cas prévus, sauf que dans le décret, il est prévu des allergies aux composants du produit qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne les connaît pas et qu'on n'a pas le droit de les connaître, puisque ni le médecin ni le pharmacien ne les connaît. On en connaît certains, mais pas tous. N'importe quel médecin honnête, je dis bien honnête, sera obligé de dire, puisqu'on ne connaît pas les composants, ou tout au moins l'intégralité, il se pourrait qu'il y ait parmi les composants un produit allergène. Donc par précaution, j'estime qu'il y a contre-indication, dont la durée est relative au fait qu'on saura un jour peut-être ce qu'il y a dans le produit. Voilà sur le certificat médical. Il y aurait aussi le droit de retrait. On m'oblige à faire quelque chose qui me tuera peut-être, droit de retrait. Ou bien on m'oblige à côtoyer des vaccinés qui, on l'a dit sans arrêt, peuvent être contagieux aussi, peuvent transmettre la maladie. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils peuvent l'attraper quand même et la transmettre. On se demande bien à quoi servent ces produits. C'est une question de bénéfice-risque. Quand vous êtes malade, quand vous avez des comorbidités, quand vous êtes fragile, que vous vous fassiez vacciner, c'est bien normal. Quand vous êtes en pleine forme, que vous avez 20 ans, vous prenez objectivement un risque en vous vaccinant. Et nous savons que 2 doses du vaccin offrent une protection très limitée, voire aucune. 3 doses avec un rappel offrent une protection raisonnable contre l'hospitalisation et la mort. Contre la mort, je pense qu'ils sont très bons. Et je n'accepte pas que, sous prétexte que je ne suis pas d'accord avec vous, vous disiez que je délire. Encore une fois, j'ai des éléments qui sont disponibles pour tout le monde. Je constate qu'en Inde, ils ont arrêté de vacciner tout le monde et ils ont distribué de l'ivermectine. Ça marche. Pareil au Mexique, pareil en Afrique, pareil en Amérique du Sud. Me dites pas non, ces données sont disponibles partout. À ce stade se pose la question du rapport bénéfice-risque. On l'a bien vu, le risque, on le balaye sous le tapis. On interdit la remontée des informations. Et on nie en permanence l'existence de médications efficaces, alternatives, qui, si elles étaient admises, interdiraient cette campagne de vaccination. Le Lancet Gate, la chloroquine qu'on a évaluée depuis plus de 70 ans, dont on connaît les effets, l'activité et les effets secondaires quasiment nuls. Et autres. Donc on comprend bien que le bénéfice, il nous a été exagéré quand on nous l'a présenté, et que le risque, il est forcément sous-estimé, puisque dans le suivi des patients, on n'a pas suffisamment de recul pour dire que ces vaccins ne vont pas provoquer des problèmes graves dans les mois, dans les années qui viennent. Quand on regarde vraiment les données sur le site du CDC, on s'aperçoit, quand on lit vraiment les cas, on s'aperçoit qu'on a des gens très jeunes, notamment, là, je vais citer le cas d'un jeune garçon qui est décédé pendant son cours de maths en visioconférence, 16 ans, c'est la maman qui reporte l'événement, il y a une autopsie en cours, on n'a pas le résultat.
Évidemment, on ne sait pas quelle va être l'imputabilité parce que sur le site, elle n'est pas reportée. Mais la maman nous dit clairement que son fils était en pleine santé. Donc des cas comme ça, on en a quand même de plus en plus, sans pour autant que le discours officiel entre la balance bénéfice-risque, qui est soi-disant toujours en faveur du bénéfice, change. Très curieusement, et là, je me reporte à ce que m'ont dit des dizaines d'infirmières, d'aides-soignantes ou de médecins urgentistes. Quand une personne arrivait avec un cancer, un accident de la route, est décédée, il fallait marquer Covid. Et ces infirmières m'ont dit, on ne comprend pas pourquoi, on a insisté pour qu'on marque Covid. On a gonflé les chiffres. Et quand il y avait des comorbidités, on disait Covid. Non, comorbidité, on ne veut pas savoir. Par contre, quand c'est une victime du vaccin, il n'y a plus de comorbidité. Cherchez l'erreur. Donc, il est évident qu'on se moque du monde depuis le début. Le choix de se faire vacciner comporte un risque méconnu, mal quantifié, mal identifié. Ce choix nous appartient. Il ne peut pas nous être imposé. Les victimes de ces injections méritent d'être reconnues, accompagnées, et non pas ignorées et cachées. Je considère que l'hôpital m'a menti du début jusqu'à la fin. C'est d'où la naissance de Verity, parce que les autres familles se sont retrouvées confrontées exactement au même tir de barrage médiatique. Il faut qu'à un moment donné, on ait les réponses à tout ça. Voilà. Et on est déterminé à les obtenir. J'avoue qu'avec le recul que j'ai maintenant, je m'inquiète pour mon avenir parce que cette protéine, je l'ai dans mon corps maintenant. Et qui me dit que je ne vais pas faire une autre réaction inflammatoire, un autre caillot quelque part. Pour moi, j'ai une bombe à retardement dans le corps. J'ai aucune certitude que mes symptômes soient liés à la vaccination. Par contre, je fais rapidement un lien en disant que ça a commencé exactement le jour de la vaccination, de la deuxième dose de vaccination. Elle ne m'a pas dit que ma paralysie pouvait être liée au vaccin, sauf qu'elle m'a dit que les vaccins anti-grippe pouvaient causer des paralysies de belle. On s'entend que le vaccin anti-COVID, c'est un vaccin anti-grippe. C'est comme la même chose. Fait que là, je comprenais pas pourquoi que le vaccin anti-grippe pouvait le donner, mais pas le vaccin COVID. Fait que là, j'ai fait quelques recherches pour me rendre compte que, dans le fond, ça pouvait arriver, puis qu'il y en avait eu dans les essais cliniques, puis tout ça. Le rapprochement, il coule de source. On n'a pas besoin d'être médecin pour... À 16 ans, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Que les parents soient conscients qu'il y a quand même des risques. Alors, c'est sûr que si on parle en pourcentage, le risque est faible, mais il est d'autant plus important que de toute façon, nos jeunes là ont un risque faible également d'avoir de graves séquelles liées au Covid. Donc je me demande quel est l'intérêt de vacciner une classe d'âge entière, comme ça, des gens qui n'ont aucun problème de santé avant, qui se retrouvent potentiellement avec des séquelles cardiaques à vie. Ce qui est dénoncé dans ce documentaire est tellement grave, tellement énorme qu'on nous rétorquera certainement « mais si c'était vrai, des gens qualifiés l'auraient dénoncé ». Et pourtant, nombreux sont ceux qui ont pris le risque d'en parler. Les a-t-on écoutés sérieusement? Les a-t-on médiatisés avec beaucoup de considération? Voici justement deux scientifiques de premier plan. L'un français, l'autre américain. L'un a été responsable de plusieurs campagnes de vaccination en France et l'autre est l'un des principaux inventeurs du vaccin à ARN messager. Tous deux ont eu le courage de contredire le discours officiel au sujet de l'intérêt et du risque encouru à se faire vacciner. Pour cela, Christian Perron s'est fait suspendre de certaines de ses fonctions hospitalières et Robert Malone s'est fait censurer son compte Twitter. Tous les jeunes qui se sont rués pour se faire vacciner, pour aller en terrasse, en boîte de nuit, tout ça, on retrouve la liberté, on les a abusés. Puisqu'on leur a dit « Non, vous devez continuer à être isolés. Vous devez continuer à porter le masque. Et maintenant, 2 doses, ça suffit pas. Une 3e dose. Mais j'ai jamais vu ça. Je suis désolé, j'ai présidé la politique vaccinale française pendant des années. J'ai été vice-président de la politique vaccinale à l'OMS pendant des années.
Oui, vous n'avez jamais été opposé au vaccin. Non, au contraire, je suis pro-vaccin. C'est pas ces petits journalistes qui n'y connaissent rien, qui m'attaquent, qui vont m'impressionner. Je connais le vaccin. Ce ne sont pas des vaccins. Et qu'on nous impose ça, c'est terrible. Pour une épidémie qui, maintenant, a une mortalité extrêmement faible, qui est comparable à n'importe quel virus respiratoire saisonnier, on voit bien que c'est plus du tout une crise sanitaire, c'est une crise purement politique, et je suis très inquiet. Je soutiens et j'assume cette déclaration fort d'une carrière dédiée à la recherche et au développement des vaccins. Je suis vacciné contre le Covid, et je suis généralement pro-vaccination. Avant de faire injecter votre enfant, une décision qui est irréversible, je voulais vous faire connaître les faits scientifiques concernant ce vaccin génétique, qui est basé sur la technologie ARN messager que j'ai inventée. Il y a plusieurs points essentiels que les parents doivent comprendre avant de prendre cette décision irrévocable. Le premier est qu'un gène viral sera injecté dans les cellules de votre enfant. Ce gène force le corps de votre enfant à fabriquer des protéines spike toxiques. Ces protéines causent souvent des dommages permanents dans les organes vitaux des enfants. Ces organes comprennent le cerveau et le système nerveux, leur cœur et leurs vaisseaux sanguins, y créant des caillots sanguins ainsi que leur système reproducteur. Et le plus important, ce vaccin peut déclencher des changements fondamentaux dans leur système immunitaire. Le point le plus alarmant à ce sujet est qu'une fois que ces dommages ont eu lieu, ils sont irréversibles. Ils ne peuvent pas être réparés. L'analyse bénéfice-risque n'est absolument pas favorable à ces vaccins s'agissant des enfants. En tant que parents, en tant que grands-parents, je vous recommande vivement de résister et de vous battre pour protéger vos enfants. Nous sommes en guerre.